Merci Lucie pour l'introduction et merci de m'avoir proposé de présenter Forêt 21. Soisic Figueres, je travaille au CNPF, à l'IDF et avant, en fait, je travaillais sur Forêt 21 en tant que chef de projet, donc avec Denis Lousteau qui est à l'INRAE. Voilà. Et donc, c'est un projet qui a commencé en 2017 et qui s'est terminé en 2021. Donc au niveau des acteurs du projet, on avait l'INRAE, le CNPF et puis l'Office national des forêts et une participation occasionnelle de l'IGN pour de la fourniture de données. Au niveau du financement, le financement du projet original, c'était un financement du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, donc à travers le programme investissement pour l'amont forestier. Et le portail Forêt 21 qui a été mis en ligne à la suite du projet a continué de vivre grâce au projet BioSylve. Donc, c'était un programme graines de l'ADEME. Et aujourd'hui, à travers le métaprogramme Climae, via le projet OTAF et une thèse qui est menée à l'INRAE par Clémence Labarre. Et donc, ce projet-là, Forêt 21, vient du constat que on avait à disposition plusieurs modèles de croissance forestière qui intégraient le changement climatique et puis aussi certains qui intégraient également la gestion forestière. Et on avait du coup des questions de plus en plus pressantes sur quel impact du changement climatique sur les peuplements, quelle est la vulnérabilité, quel impact peut avoir la gestion également. Et donc, l'objectif de Forêt 21, c'était de fournir des premiers éléments de réponse à ça. Euh, Ça s'est traduit par le développement d'un portail web sur lequel il y aurait toutes les simulations qui seraient produites. Donc, plusieurs scénarios climatiques, plusieurs scénarios de gestion, plusieurs essences sur tout le territoire. Et qui seraient donc mis à disposition des utilisateurs sans contrainte. Et puis, au fur et à mesure des projets qui ont suivi le projet initial qui a lancé la plateforme, il y a eu des intégrations pour interpréter ces projections en termes de viabilité économique et écologique, et puis des développements de prototypes pour des applications plus ergonomiques pour l'utilisateur, mais on y reviendra après. Donc ça s'adresse aux scientifiques, aux étudiants, aux enseignants, mais aussi aux décideurs et aux opérateurs forestiers nationaux et régionaux. Ce n'est pas un outil qui s'utilise à l'échelle de la parcelle, c'est au moins à l'échelle du massif, puisqu'on parle de trajectoire, ce sont des simulations. Euh, voilà. Et donc, l'idée derrière cette plateforme-là, c'était de produire des éléments de réponse. Pardon. Pour la planification et l'aménagement, pour prendre en compte les impacts environnementaux sur la vulnérabilité des forêts, donc dû aux sécheresses, aux tempêtes, aux incendies, promouvoir une gestion durable des forêts de production, et puis avoir une gestion prévisionnelle des services écosystémiques, donc notamment par rapport au carbone. Voilà. Je peux pas avancer? Vas-y. Donc, ça, c'est la vision d'ensemble et simplifiée de création de la plateforme. Donc, il y a une première partie qui consiste à cadrer les données utilisées et le plan de simulation. Donc, on a un comité d'experts élargi qui est constitué de différents experts de la filière. Donc, l'ONF, le CNPF, l'INRAE, il y avait l'IGN, le FCBA et ainsi de suite. Donc ça nous a permis de sélectionner les scénarios climatiques qu'on allait utiliser dans les modèles. Donc ce sont les RCP 2.5, 4, 2.6, 4.5 et 8.5. De sélectionner les itinéraires techniques qui seraient implémentés et puis les données d'observation qui vont permettre de valider le modèle. Donc ça, c'est la partie qui se fait en interne. Les calculs sont faits donc par les modélisateurs. Et après, on externalise en fait la modélisation
Donc, on a cette chaîne de modèles que je vais présenter après, qui est constituée donc de Go+, le modèle à base de processus qui va simuler la croissance forestière, le modèle 4 qui va simuler le stockage carbone dans les produits bois, le modèle Forest Gales qui va simuler le risque tempête et un modèle canadien qui simule le risque incendie. Et donc cette chaîne-là, on va avoir le process de calcul, donc toutes nos simulations de 2006 à 2100 euh, qui vont être calculées par un calculateur beaucoup plus performant parce que on en reparlera après, mais c'est assez long en fait tout ce lot de simulations et on peut pas l'internaliser, on est obligé de le sous-traiter. Et ensuite, on le met en ligne sur le serveur web. Et donc ça, c'est restitué donc, sous la forme du portail Forêt 21 tel qu'il est disponible, avec tout un volet documentation qui explique comment on a abouti au résultat présenté, les limites des modèles, et puis bah, les simulations, l'explication des variables, etc. Voilà, donc je vous disais que c'était un processus un petit peu lourd, toutes ces simulations. Donc ça, c'est le plan de simulation de tout ce qui existe dans Forêt 21. Donc on a quatre essences, le pin maritime, le Douglas, le hêtre et le chêne. Pour chaque essence, on a entre 6 et 9 itinéraires techniques. On a 3 à 4 réserves utiles et 3 scénarios climatiques. Et on a des gammes d'âge initiaux différentes afin de couvrir tout le cycle sylvicole et du coup de voir les impacts du climat, des sols et de la gestion à différents stades. Et donc on avait une première résolution de 8 km par 8 km. Ça nous faisait un nombre de simulations faramineux et plusieurs mois de calcul. Et on a décidé en cours de route, donc à partir de la deuxième essence, de réduire la résolution, enfin du coup oui, de la réduire à 32 par 32 km, ce qui ne faisait plus que 600 points géographiques sur la France à simuler. Et donc maintenant, sur le portail, on a environ 800 000 simulations qui sont disponibles. Dans le format actuel, ça prend entre 2 et 3 mois de simuler une essence complète. Donc tous les itinéraires techniques, toutes les réserves utiles, tous les scénarios climatiques et toutes les gammes d'âge pour tous les points. Donc c'est assez long. Voilà. Et donc ça, c'est pour ça qu'on a aussi choisi de l'externaliser avec un calculateur qui est plus puissant et ça permettait aussi de réduire le temps de calcul. Au niveau de l'approche de modélisation, je vais essayer de ne pas aller trop dans la complexité quand même. Donc on a nos scénarios climatiques qui vont de 2006 à 2100. Donc c'est le modèle Aladdin qui a été régionalisé. Et on a nos trois scénarios climatiques, donc les RCP, qui sont déclinés avec ces modèles climatiques-là. Euh, et ensuite, on intègre également des données sol. Donc, c'est issu de Global Soil Map et c'était notamment pour choisir les classes de réserve utiles qu'on allait simuler pour les essences. Voilà. Et donc, le cœur de la plateforme, finalement, c'est le modèle Go+. Donc, c'est un modèle à base de processus qui se décline enfin, qui permet de représenter les fonctionnements biophysiques et biogéochimiques au sein d'un peuplement. Donc, on va avoir les cycles de l'eau et du carbone. On a intégré plus récemment le cycle de l'azote également. C'est un modèle qui permet du coup de suivre la croissance et la production du peuplement et qui fonctionne à l'échelle de l'arbre. La limite étant quand même qu'on travaille uniquement sur des peuplements purs et réguliers et qui sont bien évidemment soit du Douglas, soit du chêne Cécile, soit du chêne pédonculé, soit du pin maritime, soit du hêtre. Voilà. Et donc, il y a trois composantes. Ça se décline au niveau de l'arbre. Ensuite, on passe au sous-étage. Et enfin, on passe au sol. Donc, vous avez un petit schéma récapitulatif à droite. Et un point intéressant avec le modèle Go+, c'est qu'il vient avec un module de gestion qui est assez permissif. On peut coder à peu près n'importe quelle opération de gestion. Donc, la préparation du sol, les débroussaillements et les éclaircies.
en spécifiant si on veut éclaircir en utilisant les caractéristiques de volume, de surface terrière ou un diamètre d'exploitabilité ou en combinant des critères. Donc ça nous permet de reproduire, d'avoir des itinéraires techniques assez complets. Voilà. Et donc, les itinéraires techniques, c'est le deuxième volet le plus important de la plateforme. Donc, on voulait produire des itinéraires techniques qui étaient représentatifs de ce que les experts et les décideurs pourraient vouloir voir apparaître. Donc, ça a été construit en participatif. On avait 10 à 15 experts par essence, donc du CNPF, de l'ONF, des propriétaires aussi, des coopératives, des CETEF. Et on avait plusieurs ateliers. Donc, le premier, c'est un atelier qui permettait de présenter le modèle, le projet et ce qu'on attend. Et c'était peut-être le plus important parce que ça permettait vraiment de faire le pont entre la modélisation et la sylviculture telle qu'on la pratique dans la réalité et de présenter du coup ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire en tant que modélisateur. Euh, et donc d'avoir une base commune en fait de compréhension. À la fin de l'atelier, les experts qui avaient été consultés nous faisaient remonter les propositions. On fait une première synthèse avec du coup des itinéraires techniques qu'on va exclure parce que par exemple il y a des sylvicultures irrégulières qui sont proposées, mais nous le modèle tel qu'il existe actuellement, il n'est pas capable de simuler ce genre de sylviculture. On a des sylvicultures des itinéraires techniques qui ont été agrégés également parce qu'ils se ressemblaient, et puis d'autres qui ont été gardés tels quels. Et ensuite, on fait une première modélisation de ces gestions retenues, et en comité plus restreint, on présente les résultats. L'idée, c'est de savoir si on est dans les clous, si les itinéraires techniques sont représentatifs en termes d'ordre de grandeur, euh, et si ça, c'est parlant. Parce que des fois, on a des itinéraires techniques en fait, qui nous paraissent intéressants, mais qui sont plutôt hors sol par rapport à ce qu'attendent les professionnels, et donc qui seront peu utilisés finalement et d'un intérêt plus faible. Et donc, une fois qu'on a fait ce second retour, on fait une synthèse définitive des itinéraires techniques, les dernières vérifications, et là, on lance le jeu de simulation complet. Et puis, on fait un dernier atelier de restitution qui sert un petit peu de webinaire de formation également. On recontacte les experts qu'on avait sollicités et on leur représente tous les résultats et quelques exemples d'utilisation du portail euh, pour avoir des petits retours d'expérience, et on leur donne également un accès au portail. Et donc le dernier point qui prend le plus de temps, c'était la validation des résultats donc, qui se fait sur plusieurs parties. La première, c'est la calibration du modèle. Donc par rapport il y a une validation sur les données de flux et de croissance avec des données d'observation. C'est des données qui ne sont pas forcément faciles à trouver, donc déjà il faut les collecter. Ensuite, il faut exclure toutes les données aberrantes. Il faut calibrer le modèle par site de référence pour savoir s'il est capable de reconstituer les trajectoires de croissance. Donc ça prend pas mal de temps de collecter toutes ces données-là et de recalibrer le modèle spécifiquement en sachant qu'on ne calibre que le jeu de données initial. Donc, par exemple, on essaye de reproduire un peuplement initial qui a la même densité, la bonne surface terrière, les mêmes diamètres quadratiques, et ainsi de suite. Par contre, le modèle n'est pas entraîné avec ces données-là. C'est indépendant. Une fois qu'on est satisfait des trajectoires de croissance à long terme et des flux, on passe aux itinéraires techniques. Donc, c'est ce que je vous expliquais avant avec la concertation avec les experts sollicités. On vérifie que les itinéraires techniques sont cohérents, en particulier les itinéraires techniques qui sont directement pris dans les guides de sylviculture. Ça, c'est important parce que
On a besoin que en climat actuel, que l'itinéraire technique soit suffisamment bien représenté pour que quand on va lancer les simulations en climat futur, on ait que le biais ne vienne pas d'une mauvaise modélisation de l'itinéraire technique. Donc si les accroissements ne sont pas justes, soit ils sont sous-estimés, soit ils sont surestimés dans le climat actuel, on va retrouver ce biais-là en climat futur et donc on ne pourra pas isoler l'effet climat. Donc on vérifie la conformité de ces données-là. Et le dernier élément, c'est avant de lancer le grand jeu de simulation qui dure plusieurs mois, il faut qu'on teste sur un échantillon de points réduits, qu'on n'ait pas par exemple, d'erreur sur les algorithmes de, de, de correction des données climatiques, qu'on n'ait pas d'erreur sur les fichiers climat de manière générale, qu'on n'ait pas de valeurs aberrantes, qu'il n'y ait pas d'erreur aussi qui soit lancée. Parce qu'une fois qu'on a transmis tous nos éléments au calculateur, c'est compliqué en fait. Chaque fois qu'il y a une erreur, il faut que ça revienne, il faut revoir tout, il faut relancer. Et donc pour essayer de limiter ce genre de bug-là, on essaye de repérer toutes les erreurs avant. Voilà. Alors avant de passer à ça, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour sur le portail. Donc je vais repartager mon écran ici. Hop. Lucie, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien l'écran? Oui, c'est bon, on voit bien l'écran. Merci. Donc le portail, il se présente comme ça. Vous avez une page d'accueil avec la présentation du portail, à qui il s'adresse, les financeurs, quelques éléments aussi pour comment on utilise le portail, donc quelles applications on peut en faire. Et puis la présentation des partenaires. Et ensuite, vous avez tout un volet de présentation en fait, de ce qui permet d'aboutir aux simulations. Donc, chaque modèle est décrit. Go Plus, c'est la description la plus exhaustive parce que c'est le modèle principal. Et donc, vous avez toutes les descriptions des variables, des explications. Et vous avez la même chose donc, pour Forest Gales et pour CAT, donc le modèle de stockage carbone dans les produits bois. Et vous avez aussi les liens pour accéder aux modèles quand ils ne sont pas stockés sur le site. Voilà. Et ensuite, vous pouvez également accéder aux itinéraires techniques, donc qui sont classés en trois groupes. On a les itinéraires actuels référencés, donc ce qui existe dans des guides de sylviculture et qu'on va reproduire tel quel dans le modèle. Des itinéraires qui sont non référencés, donc en fait c'est issu d'explications un petit peu partielles. Il n'y a pas de données d'observation, mais c'est quand même quelque chose qui est pratiqué. Et puis après, on a quand même gardé certains itinéraires exploratoires qui répondent plutôt à des questions de recherche finalement et qui pouvaient s'avérer intéressants. On a des petits points d'information un peu partout aussi pour essayer de limiter les mésusages des données parce qu'il se peut qu'on trouve des valeurs aberrantes, qu'on voit des choses qui soient fausses en fait d'un point de vue dendrométrique. Et tout au long du site, on essaye d'attirer l'attention des usagers sur le fait que ça reste des simulations et qu'il faut les interpréter comme des trajectoires et pas des données à utiliser telles quelles. Et donc, il faut avoir quand même un recul sur l'utilisation des données. Et donc ensuite, pour les itinéraires techniques, vous avez par essence la liste des personnes qui ont participé et puis la présentation succincte de chaque itinéraire technique que vous pourrez retrouver après dans les données. Et quand ça existe, vous avez les résultats du modèle par rapport aux données du guide pour voir les performances. Et vous pouvez télécharger la fiche avec tous les itinéraires techniques détaillés cette fois. Et donc là, vous avez toute la liste des opérations, les âges auxquels on lance les éclaircies et les volumes ou les surfaces terrières récoltées. Voilà.
Vous avez également la présentation des scénarios climatiques et pas mal de choses. Et on a rajouté aussi un glossaire pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers de tous les termes qui existent dans le portail. Voilà, donc il y a tout un tas de définitions pour expliquer les termes. Et donc le plus important, c'est l'accès aux données. Une fois que tout le monde a religieusement lu toutes les informations, donc, on a accompagné les données d'un guide utilisateur pour expliquer bah, l'ensemble des boutons, des filtres, donc ce qui peut être utilisé, la liste de toutes les variables, des unités, voilà. Et plusieurs documents aussi qui vont un petit peu plus dans le détail. Et ensuite, on a fait une version simple avec un nombre limité de variables et puis, un accès expert, ça vient des premiers retours qu'on a eus. En fait, c'était qu'il y avait trop de choses et que certains usagers auraient besoin d'un élément un peu plus, enfin, d'une plateforme un peu plus restreinte et plus simplifiée. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Comme toutes les simulations sont chargées d'un coup, ça met toujours un peu de temps à s'afficher, mais c'est pas un bug, ça prend juste un petit peu de temps. Voilà. Donc, comment ça marche Forêt 21? Vous avez des points, ce qu'on appelle la grille de points safran. Et donc, en fait, là, on a l'impression que c'est tout en bleu, mais c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de points et que la carte est toute petite. Mais vous pouvez zoomer et aller sélectionner un point qui vous intéresse, donc peu importe lequel. Vous pouvez choisir ensuite l'essence que vous voulez voir simulée. Donc, on va prendre du chêne, par exemple. Et ensuite, vous pouvez choisir la variable dont vous voulez voir les résultats. Donc, ça, c'est la liste restreinte de variables. Donc, il y a surtout des variables dendrométriques et quelques variables par rapport au carbone. Et puis, sur les indices de stress aussi. Donc, par exemple, si on décide d'aller voir le diamètre moyen, vous pouvez aussi filtrer la période qui vous intéresse. Donc, soit toute la simulation, soit juste quelques années. Et ensuite, on peut choisir les éléments qu'on veut comparer. Donc, soit vous voulez comparer les scénarios climatiques, soit vous voulez comparer les réserves utiles, soit vous voulez comparer les itinéraires techniques. Euh, voilà, ce qui visiblement ne marche pas. Ok. Voilà. Donc, on va prendre les scénarios climatiques et vous pouvez encore une fois après quand même filtrer par rapport à d'autres éléments. Donc, si vous voulez changer la réserve utile, ou changer l'itinéraire technique. Et c'est pour ça que les fiches dont je vous parlais avant sur l'itinéraire technique sont importantes. Là, vous n'aurez que le nom de la sylviculture. Et bah, du coup, ça vous permet de savoir à quoi ça correspond. Et vous avez un petit retour ici si vous voulez aller vérifier sur ce que vous sélectionnez. Voilà. Et après, bah, on peut télécharger soit les images, soit les données associées au graphique affiché. Et voilà. Et donc, si on retourne dans l'accès expert, là, il y a beaucoup plus de choses. En fait, vous pouvez accéder soit directement au tableau de données parce que vous savez ce que vous cherchez. Donc, encore une fois, ça va mettre un petit peu de temps à s'afficher. Voilà. Vous sélectionnez encore une fois le scénario climatique qui vous intéresse, l'essence, l'itinéraire technique, le sol, donc la réserve utile et le point. On ne peut pas tout télécharger, toute la base de données d'un coup, ça serait beaucoup trop lourd, donc on est obligé d'obliger l'utilisateur à découper ses téléchargements. Par contre, vous pouvez télécharger toutes les variables associées à une simulation. Voilà. Et après, vous pouvez également retourner sur les graphiques. Et là, vous allez avoir la même chose, mais avec plus de variables disponibles. Donc là, voilà, il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Notamment, par exemple, sur les productions primaires brutes, les rayonnements. Voilà. Et donc, est-ce que là, les itinéraires techniques fonctionnent? Oui.
Euh, donc vous pouvez filtrer, parce qu'il y a beaucoup d'itinéraires techniques là par exemple, donc vous pouvez en sélectionner que quelques-uns. Il y a aussi des petites fonctionnalités pour mettre en transparence certains itinéraires techniques et voilà, modifier les réserves utiles. Encore une fois, vous pouvez télécharger les images ou les données associées au graphique. Et voilà. Donc pour le site, c'est à peu près tout. Oui, oui, je pense. Et donc, on a une page quand même liée aux incertitudes qui est toujours un peu en cours d'explication parce que bah, on se rend compte qu'il manque des choses, qu'il faut toujours réexpliquer parce que les explications sont trop compliquées des fois, que tout n'est pas encore ajouté. Donc, c'est toujours un travail en cours au fur et à mesure qu'on nourrit la plateforme. Mais donc, voilà pour le gros de la présentation. Et on va retourner sur le diapo qui est là. Hop, et hop. Est-ce que ça fonctionne, Lucie? Oui, ça fonctionne. On voit bien Ok, ton diapo. super. Et donc, du coup, bah, ça nous amène aux limites de l'outil. Donc déjà, bah, les données qui sont présentées dans le portail, ça reste des simulations. Donc, encore une fois, il faut les prendre avec précaution. Il faut garder en tête qu'on a des scénarios des modèles climatiques qui sont plus ou moins optimistes. Le modèle utilisé, donc GoPlus, est très sensible aux données climatiques qui sont utilisées. Donc, ça peut beaucoup orienter les résultats des simulations. Ce sont les données brutes qui sont mises là. Donc, tout n'a pas été filtré, tout n'a pas été vérifié. Et donc, il peut y avoir des aberrations, des essences qui ne sont pas du tout présente à cet endroit-là. Par exemple, on a mis des filtres d'altitude sur les points pour le chêne, le hêtre, le pin maritime, mais on peut trouver bah, dans certains cas de figure du chêne à une altitude qui, en réalité, n'est pas compatible avec l'essence. Ou trop au sud, par exemple. On n'a pas forcément exclu ces cas de figure-là dès le départ. Euh, il faut également garder à l'esprit que bah, ce sont des scénarios climatiques. Là, ce sont les RCP de 6, 4, 5 et 8, 5 qui sont anciens, ils datent de 2014. Il y en a des nouveaux qui sont sortis depuis. De ce que je vous ai présenté, vous avez compris que c'est assez lourd de refaire toutes les simulations. Donc, il faut prévoir un temps, il faut prévoir un budget. Et donc, ça s'anticipe. Voilà. Mais on sait qu'il faudrait les refaire. Mais pour l'instant, c'est pas initié. Euh, Et puis, bah, le dernier point d'attention, c'est que ces simulations-là, elles ne sont valables que pour des peuplements purs et réguliers. Aujourd'hui, les questions se tournent beaucoup vers l'irrégularisation, le mélange. Et là, cet outil-là, pour l'instant, et donc le modèle GoPlus, n'est pas capable de simuler ce genre de structure et ce genre de gestion. Donc, c'est une limite forte à son utilisation. Et donc au niveau des perspectives, bah, le site a quand même continué à vivre suite à Forêt 21. Donc il y a Biosylve qui est terminé aujourd'hui. Donc ça a permis l'intégration du cycle des nutriments, notamment de l'azote dans le modèle, et d'ajouter de nouvelles essences, notamment le chêne vert, qui n'est pas sur le portail, mais qui existe dans le modèle. Donc qui pourrait à terme être mis en ligne. On a aussi le projet eSylve qui a permis de développer un prototype d'application embarquée simplifiée pour essayer de rendre les simulations plus accessibles et de booster un petit peu l'utilisation de l'outil. Donc ça a été financé par le RMTA Force. Il y a également deux thèses qui permettent, donc la première, de valoriser les sorties du projet et la seconde qui permet d'améliorer les processus hydriques dans le modèle Go+, dont notamment la cavitation. Euh, et puis, il y a deux autres projets. Donc, il y a un projet en cours qui est le projet Griffon avec la région Nouvelle-Aquitaine. Donc là, c'est un travail à l'échelle du massif
sur la notion de multirisque en forêt. Et ça permet d'intégrer un nouveau module incendie qui est plus précis, donc qui se base notamment sur la biomasse sur pied. Et donc, le risque vient plutôt de l'état de la parcelle au moment de la simulation. Et puis après, d'introduire un traitement, une gestion après incendie. Donc, quels arbres sont morts? Est-ce qu'on les sort de la parcelle? Est-ce qu'on les garde? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Voilà. Et il y a un projet, une proposition de projet à l'ADEME pour évaluer le potentiel de production de biomasse à l'échelle de la région, donc sur des essences très productives, dont l'eucalyptus et le paulownia. Et le gros chantier qu'il faudrait lancer, c'est l'actualisation des scénarios climatiques, voilà, et l'ajout éventuellement de l'intégration de l'irrégulier et du mélange. Et voilà, c'est fini.